L'or a toujours attiré l'homme. Symbole de richesse et de puissance, ce métal inaltérable est ductile et malléable. Ses propriétés mécaniques étaient déjà connues des Égyptiens, qui l'ont utilisé pendant des millénaires pour dorer les sarcophages des pharaons ou des objets sacrés. Plus tard, au Moyen Âge, la feuille d'or a été employée pour les enluminures de parchemin et de livres. Aujourd'hui encore, la dorure à la feuille continue de nous émerveiller. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la France possédait des dizaines d'usines de battage d'or. Dans les années 50, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, auquel s'est ajoutée une baisse régulière des commandes, vont amener ces usines à fermer leurs portes les unes après les autres. Aujourd'hui, l'entreprise Dauvet à Exonvey, en Haute-Savoie, sur les bords du lac Léman, reste la dernière usine à perpétuer la tradition du battage de l'or. Au départ, on utilise de l'or pur à 99,9%, soit de l'or à 24 carats sous forme de lingots de 1 kg. Un poids qui équivaut à la consommation hebdomadaire de l'entreprise. Mais l'or pur sous cette forme a un défaut majeur, il est mou. Pour le durcir, on va y ajouter un peu de cuivre et d'argent, ce qui permet d'obtenir une bonne dizaine de teintes différentes selon l'usage et la demande. Le mélange est ensuite refondu dans un creuset. On obtient un petit lingot qui va être laminé à froid. Alors c'est une histoire très ancienne, c'est une histoire qui remonte à 1834. Un monsieur Buisson qui était batteur d'or, qui a décidé de créer sa société. Il travaillait chez un employeur, il a décidé de créer sa société. Il a donc créé la société Buisson à l'époque, qui était impasse Guéménée à Paris, près de la place des Vosges, tout près de la Bastille. Et puis lui-même était batteur d'or depuis peu de temps et il cherchait un peu à enrichir, je dirais, la tradition dans l'entreprise. Et il avait un fils et une fille, donc il a marié sa fille avec un batteur d'or d'une vieille famille de batteurs d'or qui était batteur d'or bien avant la Révolution, qui était un monsieur Dauvet. Et c'est comme ça donc, que l'entreprise est devenue de Buisson, est devenue Buisson et Dauvet. Puis ensuite les Buissons sont décédés les uns après les autres, il n'y en avait plus, il n'y avait plus que Dauvet. Et je crois dans les années 1930 à peu près, quand monsieur Buisson est mort, l'entreprise est devenue l'entreprise Dauvet. Au cours du laminage et après plusieurs passages, le lingot est étiré pour obtenir un ruban de 30 mètres de long et de 32 mm de large. Comme toujours, je pense dans les entreprises, la part humaine est très importante. Et mon grand-père avait des envies, à la fin de sa vie, il voulait devenir gentleman farmer. C'était assez bien vu à l'époque, ça s'était porté. Et il venait en vacances au bord du lac parce qu'il aimait beaucoup la région. Et il y avait une exploitation agricole qui était en faillite à ce moment-là. Et donc il l'a rachetée dans l'espoir de la redévelopper et de la faire vivre. Mais je pense que lui n'était pas agriculteur. S'il avait failli, il y avait des raisons, je veux dire.
Et il a continué à péricliter, mais par contre l'usine s'est implantée à ce moment-là sur le terrain et on est resté ici. Il a délocalisé donc bien avant l'heure. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui, puisque je vous dis, lui a fait ça en 36-37 à peu près. Afin d'améliorer ses propriétés mécaniques, le ruban subit une seconde cuisson, suivie d'un nouveau laminage. Comment l'entreprise Dauvet s'est développée malgré la Deuxième Guerre mondiale et les problèmes d'approvisionnement sûrement en or, comme ça a été l'époque? Plus que d'approvisionnement en or, je dirais que c'est plutôt la clientèle, puisque en France, la majorité des utilisateurs de feuilles d'or sont quand même dans la région parisienne, il ne faut pas se leurrer. Et c'est vrai que la France était coupée en deux, il y avait la zone sud dont on faisait partie, la zone libre, et puis la zone occupée, et tous nos clients étaient en zone occupée, ce qui posait quand même beaucoup de problèmes. Et puis je veux dire que les ouvriers parisiens qui étaient venus pour monter l'usine ici, quand la guerre s'est déclarée, ils ont pris peur, ils sont repartis à Paris. C'était une période assez difficile. Et puis en plus, si vous voulez, c'est un métier qui n'est pas vraiment un métier porteur, c'est pas un métier d'avenir, je dirais entre guillemets, c'est pas un métier qui se développe, c'est un métier qui aurait plutôt tendance à se refermer sur lui-même, même si depuis quelques années ça s'est calmé et que maintenant je dirais c'est à peu près stationnaire, mais c'est pas un métier donc très porteur. Alors l'entreprise, depuis qu'on est ici avec Exxonville, l'entreprise a peu évolué, je dirais, elle s'est ni reculé ni ne s'est développée. Par contre on s'est mécanisé, c'est-à-dire qu'on est moins nombreux en êtres humains, je dirais, en hommes à travailler dans l'entreprise, mais on a plus de machines et voilà. Le second laminage terminé, le ruban est découpé en petits carrés de 32 mm qui sont appelés quartiers, puis conditionnés en paquets de 1000 unités que l'on nomme des chaudrets. Les chaudrets passent dans une dégrossisseuse qui va réduire leur épaisseur. Jadis, cette opération nécessitait 4 étapes manuelles bien distinctes. Avec les marteaux mécaniques et l'emploi d'une matière plastique comme le mylar à la place de la traditionnelle baudruche de porc, ce travail est ramené à 2 étapes afin d'obtenir des feuilles d'or translucides de 1/10 de micron d'épaisseur. Aujourd'hui, chez Dauvet, il n'y a plus qu'un seul batteur d'or au marteau, témoin de l'époque où tout était manuel. Alors ces feuilles ont une épaisseur de combien maintenant? Elles arrivent au 10e de micron. Ce qui représente pour ces 1000 feuilles un poids total d'or de combien? Ben, c'est-à-dire que là, à l'intérieur de mon outil, là, j'ai à peu près 30-35 grammes d'or. Mais bon, ben, il va y avoir une chute, puisque la feuille qu'on va prendre, elle va faire à peu près 8,4 sur 8,4. Alors il y a quand même pas mal de chutes. Hein. Vous allez voir que les 1000 feuilles vont représenter 10 grammes d'or fini. Alors vous voyez, si j'en ai à peu près 1500, ça va me faire à peu près 15 à 20 grammes d'or. Le reste, ça sera tout refondu. Donc l'outil, c'est, disons, le paquet. Le paquet que vous contient voyez là, qui a faites. 1800 feuilles de feuilles. Voilà. Ça s'appelle, on appelle l'outil, nous, une moule. Bon, combien de feuilles il y avait actuellement dans ce paquet? J'ai 1800 feuilles d'or à l'intérieur
de mon outil. Là, il faut... Quand on le frappait toute la journée à la main comme ça, il nous fallait 4 heures pour battre un outil. Alors c'est un premier battage ou un deuxième battage? C'est le battage final. C'est le battage final. Ouais. Alors le premier battage étant effectué par Une machine, qu'on appelle une dégrossisseuse. Et ensuite, c'est coupé en carré et introduit à l'intérieur de cet outil-là qu'on appelle une moule. Le marteau pèse combien? Le marteau fait 5 kg. On frappait à peu près 40 000 coups de marteau tous les jours. Et donc après vous, il n'y aura plus de marteau à la main. Maintenant, le marteau à la main est pratiquement déjà terminé, hein, déjà depuis quelques années, et c'est les machines qui remplacent. Et vous avez commencé donc à apprendre le métier? J'ai appris le métier à 14 ans et j'ai pratiquement battu les outils à l'âge de 16 ans. Là, j'étais seul, je m'en occupais seul. Et après, vous avez appris aussi la technique de la fonte? Alors la fonte, c'est venu il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 10 ans à peu près. Ici, j'ai travaillé pendant 35 ans. Comme batteur essentiellement. Comme batteur d'or. Et après, comme forgeur. Le forgeur, pendant 10 ans à peu près. La relève, elle est avec... La relève, c'est les machines. Hein, c'est les machines, c'est ça. N'importe qui peut venir faire un batteur maintenant. Donc il n'y a plus besoin... Enfin, si, il faut quand même apprendre le métier, il n'y a pas besoin de... Oui, mais ça s'apprend vite. Hein. Disons, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, tandis que pour apprendre à taper au marteau, il fallait bien 2 années quand même. Donc quand vous avez à l'âge de 14 ans, il a fallu 2 ans. Ah oui, en étant jeune. Hein, parce que vraiment, pour faire un bon batteur, hein, c'est n'importe qui pourrait taper les marteaux, mais il ne faut pas taper n'importe où non plus. Hein. Oui, parce qu'on voit vous retourner. Vous voyez, là, puis on frappe, il faut frapper des 2 mains. Alors, à quoi correspondent les lettres A? Ça, c'est parce qu'il tape à la machine, alors c'est parce qu'il tourne le routis. Alors, A d'un côté, B de l'autre. Quand il est sur le A, c'est qu'il faut qu'il retourne sur le B. Et au marteau, on n'en avait pas besoin de ça. On voit très nettement qu'il y a une rotation du bloc. Ben, il y a une rotation qui se fait à chaque 2 coups de marteau, vous voyez, on tourne. Vous allez voir, je vais me faire voir. À quel moment vous savez que l'épaisseur est bonne? À la transparence de la feuille. Bon, ben, il y a une grandeur quand même à respecter. Et dès qu'on voit cette grandeur, à peu près, on regarde à travers la feuille pour voir la transparence, c'est ce qu'il faut. Parce que là, vous ne pouvez pas mesurer l'épaisseur. Ah non, on ne mesure rien du tout. Hein. Donc ça, c'est le métier, c'est l'œil, c'est l'observation. Oui, c'est l'observation un peu, il y a tout. Hein. Là, vous allez voir, là, dès qu'on voit bien bleu, là, elle est pratiquement finie. Là. Quand vous avez commencé, quand vous aviez 14 ans, effectivement, c'était beaucoup plus manuel, il y avait peu de... Ah ben, c'était tout manuel. Hein. Il y avait rien. Et vous étiez combien de batteurs à l'époque? On était au moins 7 ou 8 batteurs d'or, toujours. Hein. Donc vous m'avez dit aussi que vous venez d'une famille déjà de batteurs d'or et d'argent. J'ai un frère, j'ai 4 frères, enfin on est 4 en tout, et le papa qui a travaillé ici. Donc ça fait qu'il y a une tradition... Ben, au début, il y avait une tradition, mais cette tradition, elle s'est perdue parce que je suis resté seul au final. Je veux dire, ça n'apportait rien de battre à la main, si ce n'est la beauté du geste et le côté, je dirais, humain. Mais ça, je dirais, ce sont des choses d'intellectuels. Quand il faut produire quelque chose, un produit, si une machine le fait mieux qu'un homme, autant passer par la machine. Et puis il faut reconnaître, c'est quand même moins fatigant, ça n'a que des avantages pour les ouvriers. Si ce n'est que malheureusement, c'est vrai, ça fait disparaître les emplois. Parce que la mécanisation devient de plus en plus obligatoire pour les coûts de rentabilité aussi. Oui, parce que les gens veulent... Enfin, je les comprends aussi, les gens ne veulent pas payer, si vous voulez, le prix fort. Bon, les voitures, ce qui fait leur intérêt aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas très chères. Si les voitures étaient encore faites de façon artisanale et à la main, je pense que les voitures coûteraient beaucoup plus cher et que peu de gens pourraient s'en payer. Bon, au niveau de la feuille d'or, c'est un peu la même chose. Je veux dire que même si au niveau de la pose, il y a encore une grosse intervention, c'est vrai que la concurrence entre doreurs est telle que malgré tout, eux-mêmes cherchent le moins cher et le mieux disant, je dirais. La mécanisation réduit forcément le temps de fabrication des feuilles d'or, parce que, si vous voulez, c'est assez compliqué à expliquer, mais dans tout ce qui est manuel doit être, je dirais, enseigné,
Et il faut expliquer aux gens des choses très simples pour que les gens sachent faire. Alors, on décompose les phases de travail. La mécanisation nous permet, je dirais, de reconcentrer ces phases de travail. Et avec un marteau, je dirais mécanique, on fait beaucoup plus de choses qu'un ouvrier ne faisait lui-même autrefois à la main. En plus, les matériaux ont évolué. Je dirais qu'on avait autrefois des matériaux très fragiles, qui maintenant sont des matériaux beaucoup plus résistants. Et on peut battre plus longtemps, je dirais, ou mieux des moules sans risquer de les abîmer. Oui, parce que jadis, dans les moules, aujourd'hui c'est une matière synthétique, le millard. C'est du millard. Jadis, c'était de la baudruche. Alors les moules autrefois étaient en baudruche, c'était quelque chose de très particulier. On en trouverait encore, je crois, parce que je crois qu'ils s'en fabriquent un peu en Allemagne. Il fallait tirer de la caillette du bœuf, et je crois qu'il fallait à peu près un bœuf par feuille de baudruche. Et un outil de baudruche comporte à peu près 2000 feuilles aujourd'hui. Donc je veux dire, il faudrait chaque fois qu'on aurait besoin de battre les feuilles d'or, on aurait besoin d'abattre 2000 têtes. Vous me direz qu'avec la vache folle, ce serait peut-être l'opportunité pour recycler. Je ne sais pas. Mais non, mais ça, si vous voulez, c'était tout le côté merveilleux du métier, mais qui est amené à disparaître, hein, qui est condamné à disparaître. La dernière opération de finition revient aux videuses, qui à l'aide d'un scalpel en roseau découpent les feuilles en carrés de 80 mm de côté. Une fois calibrées, les feuilles d'or sont groupées en carnets de 25 unités qu'on appelle des carterons, eux-mêmes réunis en paquets de 20, soit au total un bloc de 500 unités destinées à la vente. Et comme rien ne se perd, les déchets sont récupérés et refondus pour un nouveau cycle. Au niveau de l'évolution du métier, ce qui est surprenant, je dirais, c'est que chaque fois que le métier a évolué, la partie battage d'or proprement dite, feuille d'or, a disparu, si vous voulez. Et c'est vrai que pendant la guerre, un Anglais a mis au point, grâce à des procédés américains, ce fameux millard qui est apparu pour l'aviation, essentiellement pour les avions de guerre américains basés en Angleterre. Donc ce millard est apparu et cet Anglais a eu l'idée de l'utiliser d'abord pour essayer de battre l'or. Mais surtout, il l'a utilisé pour faire un produit nouveau qu'on appelle l'or pulvérisé sous vide. Et ce produit, je dirais, a complètement percuté, enfin fait disparaître toute une partie de la clientèle de la feuille d'or. Tout ce qui concerne la reliure, la dorure sur tranche, est parti vers l'utilisation de l'or pulvérisé sous vide. Et donc, ils ont quitté, si vous voulez, la clientèle proprement dit des batteurs d'or. Alors, c'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé à chaque évolution. Et aujourd'hui, on est un peu en face de la même évolution. Je dirais qu'il y a des domaines où on pourrait utiliser de l'or, non plus pulvérisé sous vide, mais sous forme de peinture ou sous forme de poudre. Et ça pose un problème. Mais moi, je pense, si vous voulez, on pourrait évoluer, on pourrait faire autre chose, mais je pense que notre vocation, c'est de faire de la feuille d'or. Il y a besoin de feuilles d'or en France, et je pense en Europe. Donc nous, on refuse, quand ces opportunités se présentent, en général, on les refuse. Pas parce qu'on a peur de la modernité, au contraire, on est capable d'évoluer, mais on évolue dans notre branche qui est de faire de la feuille d'or, et pas dans des technologies nouvelles qui nous amèneraient ailleurs, je veux dire, et qui nous amèneraient obligatoirement à arrêter de faire de la feuille d'or. Alors que je crois qu'il faut qu'on continue à en faire.